Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Il s'en est allé comme il est apparu. Dans le combat, dans le sang, destin finalement commun au père fondateur de l'État tchadien, François Tombalbaye. Destin que celui d'Idriss Déby Itno, fauché par une balle rebelle ou vengeresse le 20 avril dernier, dans un contexte de crise sécuritaire où les colonnes du Front pour l'alternance et la concorde menaçaient de descendre sur N'Djamena. Mais qui a tué au juste Idriss Déby et où exactement? Que faisait le parrain France? Quels sont alors les défis de l'après-Déby père? Nous en parlons cette semaine avec deux personnes ressources. Je vous les présente. Luis Magloire Kemayou est avec nous. Monsieur Kemayou, bonjour. Bonjour. Monsieur Kemayou est journaliste écrivain. Vous avez coécrit un ouvrage concernant le Togo, Togo, une démocratie en construction. Tout à fait, avec Jean-Paul Agba-Welete, qui est paru aux éditions Michel Lafon, et qui rappelait simplement l'histoire politique du Togo, notamment par rapport à cette perspective démocratique qui aujourd'hui ne semble pas évidente pour tout le monde, mais il y a quand même un ensemble de choses qui ont été mises sur pied pour que l'on considère aujourd'hui que le Togo, même s'il n'est pas une démocratie parfaite, a réuni quelques ingrédients qui permettent de semer la graine de la démocratie au Togo et de pouvoir récolter ses fruits dans quelques années. Mais cette démocratie en construction, ça peut être une sorte de fourre-tout, on peut tout mettre, parce qu'au Tchad, on peut parler aussi d'une démocratie en construction, finalement, partout, non? Non, je ne pense pas que l'histoire soit la même. Au Tchad, on a affaire à un président qui est arrivé par un coup d'État militaire, qui a été légitimé après, au bout de 5, et c'était la 6e élection. Et ce n'est pas du tout la même histoire. Ici, il y a eu à peu près la même chose quand le père Gnassingbé Eyadema a été renversé. Mais depuis, il y a eu des cadres de concertation qui ont été mis sur pied. Il y a eu un changement de la Constitution qui permet aujourd'hui d'espérer une alternance au bout de 2 mandats du président actuel. Donc je pense que les conditions sont pratiquement réunis aujourd'hui pour que l'on parle d'un cadre démocratique relativement jeune mais existant sur le territoire togolais. Dans un ouvrage sur le Tchad, par exemple, le titre pourrait être une dictature en construction ou de la dictature à la démocratie. Qu'est-ce que vous auriez mis? Non, parce que l'histoire du Tchad est une histoire très hachée. Il y a eu François Tombalbaye qui a été assassiné de façon très violente. Puis après, il y a eu une série de coups d'État et de guerres civiles qui ont fait que le pays n'a connu en réalité une longue période de paix, de tranquillité, disons plutôt, qu'avec Idriss Déby, qui a fait 30 ans sans qu'il y ait véritablement de guerre. Il y a eu 2006, mais avec beaucoup de rébellions aussi. Hein. Il y a eu les rébellions de 2006, de 2008, de 2019, les plus récentes, et puis celle qui vient de l'emporter. Mais c'était dû au fait que justement, il n'y a pas aujourd'hui de perspective de changement par la démocratie. Quand les Tchadiens vont voter, ils ne sont pas certains que le choix qu'ils feront dans les urnes sera celui qui sera prononcé au résultat du vote. Beaucoup de candidats ont refusé lors de la dernière élection de se présenter parce qu'ils considéraient que c'était accorder une caution démocratique à une élection qui n'en a pas du tout. Et à côté de ça, la plupart des opposants, rappelez-vous, ils ont été soit enlevés, soit tués, soit en exil. Certains sont rentrés, mais tout cela ne concorde pas à donner une perspective démocratique à ceux qui sont dans l'opposition et qui se disent nous avons aussi un projet de société à proposer à nos compatriotes, nous avons une idée de ce que doit être notre pays sur le plan politique et qui sont en rupture avec ce que faisait le prédécesseur. Donc pour toutes ces raisons, je ne serai pas dans du noir ou blanc en disant que c'est démocratique ou dictatorial, mais je dirais que l'histoire politique du Tchad a été très hachée et fait que son histoire démocratique est encore à construire. On n'a pas encore un contexte qui permet de sereinement parler de démocratie et de politique au Tchad. Merci, Louis Kemayou. Avec vous, Mamadou Ousseinou Diouf. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour. J'aurais dû dire Nangaref. Et Mangiferek. Merci d'être avec nous. Sénégalais, mais Togolais, on vous a capturé pour le moment. Historien, islamologue, journaliste, écrivain. Quelques ouvrages sous le boisseau en préparation, non? Oui, il y en a un qui est en préparation puisque je veux retourner à ma plume d'historien. Je fais un travail de recherche sur un ancien combattant malien, des tirailleurs sénégalais comme on le dit. Cela m'intéresse parce que j'ai vécu quand même 10 ans au Burkina où j'ai trouvé une famille Diawara, un nom qui me semblait plutôt malien que burkinabé. Et en cherchant, effectivement, le premier Diawara de cette famille a été un ancien combattant.
qui est allé en France, qui est revenu. Et quand on créait la colonie de la Haute-Volta, c'est lui qui a été pris comme chauffeur et qui a amené le premier gouverneur de la Haute-Volta au niveau de Ouagadougou. Bon, finalement, il a fait ses propres affaires, il est devenu extrêmement riche. C'est sur ce monsieur-là que j'essaie de retracer un peu son histoire avec beaucoup de difficultés, par manque de documentation écrite surtout, puisque tout le monde le connaît, la tradition orale existe, mais souvent, on donne un événement, on a du mal à savoir c'était à quelle date, on a du mal à savoir c'était à quel lieu. Quand on veut écrire, on a une information, comme disent les journalistes, qui n'est pas complète. Mais c'est quand même curieux, hein, pourquoi avoir choisi d'écrire sur un individu comme celui-là, entre guillemets. Si vous cherchiez un combattant, autant aller chercher Idriss Déby, par exemple. Ben, je ne cherchais pas simplement un combattant. Celui-là, j'écris sur lui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y avait une curiosité personnelle sur ces Diawara burkinabés. Puisqu'il y a tout le temps ces débats dans nos pays. J'étais curieux de savoir de quoi il s'agissait. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'était un ancien combattant. Mais c'était quelqu'un qui, avant le RDA, en tant que parti, portait en lui-même une bonne partie des idéaux du RDA. En termes de combat contre les travaux forcés, en termes de combat contre la colonisation, il amenait même les populations à refuser de payer l'impôt chez des chefs qui étaient des chefs indigènes, mais qui se croyaient encore plus chefs que les Blancs qui étaient là à l'époque. Il a mené des révoltes contre un chef qui prenait les animaux des éleveurs peuls, qui prenait une partie de la récolte des gens obligatoirement, jusqu'à le faire destituer par rapport à son poste. Donc, j'ai trouvé anormal qu'un tel personnage, qui en plus était richissime, puisse passer inaperçu. Et ça fait partie de nos problèmes en Afrique. On va tout le temps chercher des exemples ailleurs, alors qu'on a là un self-made man qui, à l'époque où ça marchait, avait plus de 4000 têtes de bœufs au niveau du Maroc. Et quand j'ai dit 4000 têtes de bœufs, on est aux environs de 1930. Vous imaginez ce que ça représente comme fortune. Qui avait son commerce au Burkina qui marchait, qui faisait du commerce avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana, etc. Mais vous avez un monsieur qui était particulièrement modeste, moins habillé que moi-même, qui suis très loin d'être riche. On risque de le laisser passer comme ça dans l'histoire, de l'oublier. Et quand j'ai commencé à connaître un peu la personne, j'ai trouvé qu'il n'était pas normal que ce genre de personnage reste dans l'anonymat. Et ça m'a poussé à vouloir écrire pour sortir une partie de l'histoire de cette Afrique, parce que l'histoire se fait également par les hommes. Ouais, très impatient de découvrir ce Diawara, ce sacré Diawara. Nous revenons à nos moutons ou à notre Idriss Déby. Pour être très précis, on va commencer avec ce coup de théâtre, hein, son assassinat annoncé le 20 avril dernier. Mais l'histoire dit qu'il aurait trépassé 24 heures avant, mais pas de polémique à ce sujet. Mais surtout, on s'interroge sur les causes de ça. Comment est-il mort? Qui l'a tué? Idriss Déby, et où exactement? Lui, Magloire Kemayou, avez-vous des informations précises en ce sens? Je ne sais pas si nous aurons le fin mot de l'histoire, parce que quand on remonte dans l'histoire des nations, il y a des assassinats qui sont restés non élucidés pendant de nombreuses années et qui ne le seront peut-être jamais. Vous prenez le cas de John Fitzgerald Kennedy aux États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire qui a tué John Kennedy. Dans le cas du Tchad, comme vous l'indiquiez à très juste titre, nous n'allons pas faire de polémique, mais il est sûr que le maréchal Déby est allé au front et qu'il a été assassiné alors qu'il se trouvait au front. Certains disent qu'ils n'ont jamais quitté. Cette thèse a été combattue. Il y a un gros doute sur cette thèse. Mais elle n'est pas étayée non plus. La contradiction à cette thèse n'est pas étayée. C'est-à-dire c'est un argument, c'est une déclaration comme une autre. Elle vaut ce que vaut la déclaration du Conseil militaire de transition. Donc sur ce point-là, il nous sera difficile de dire très clairement si c'est une balle de son camp qui l'a tué ou si c'est une balle venant du camp des facts qu'il a descendu. C'est très difficile aujourd'hui de se prononcer là-dessus. Du coup, on ne sait pas s'il s'agit d'un coup d'État d'un coup d'État mené par ses amis, par ses hommes de rang, ou d'un coup d'État mené par les rebelles qu'il était monté combattre aujourd'hui. Et je crois que c'est pour cette raison également qu'au sein de l'Union africaine, on a beaucoup de mal à appliquer l'article qui dit que quand il y a un coup d'État,
on suspend immédiatement le pays qui est concerné. Et s'il a des représentants au sein des organisations régionales et sous-régionales, ces représentants-là sont mis également au banc le temps de régler la situation. Mais là, c'est toute une autre histoire, puisque ce qui s'est passé au Tchad, ce n'est pas non moins un coup d'État. C'est quand même très visible. Un changement de régime non constitutionnel. C'est peut-être pas constitutionnel, mais je pense que le vocable qui correspond le plus à la situation actuelle, c'est celui de vacances du pouvoir. Parce que le président vient d'être élu, il décède dans des conditions qui ne sont pas encore clairement déterminées. Djibouti a demandé qu'il y ait une enquête et que les résultats de l'enquête soient publiés au plus tard dans 15 jours. Je ne pense pas qu'en 15 jours, on aura la réponse, mais si au bout de 15 jours, on a une réponse qui démontre qu'il a été assassiné à N'Djamena ou au front par des gens qui avaient un projet de coup d'État, là, très clairement, l'Union africaine se prononcera par rapport aux articles. Marlon, j'arrive pas à comprendre, parce que la manière dont il est mort, est-ce que ça compte dans la lecture de sa succession? Le résultat final, c'est qu'il est parti. Ce qui compte, c'est le mécanisme qui est mis en place pour le remplacer. Justement, ce mécanisme est prévu par la Constitution tchadienne. Le mécanisme traditionnel, c'est que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait remplacer le président en cas de vacance de pouvoir. Or, l'Assemblée nationale a été dissoute, le gouvernement a été dissous, la France a fait pression pour qu'on remette les institutions en selle, mais c'est un conseil militaire de transition qui est pour l'instant au pouvoir. Il y a 2 médiateurs qui ont été nommés, le président du Niger et le président de la Mauritanie. Ce sont eux qui vont essayer de remettre les frères tchadiens autour d'une table pour trouver la meilleure formule qui permettra à la transition d'être inclusive et de déboucher sur des élections démocratiques. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire malheureusement sur le dossier. Oui, on va revenir à tous ces aspects, mais intéressons-nous encore davantage aux causes probables du décès d'Idriss Déby Itno. Mamadou Diouf, est-ce que vous en savez plus? Je ne saurais en savoir plus, puisque comme il l'a dit, les conditions ne sont pas claires. On est en face d'hypothèses, tout simplement, par rapport à ce décès. Bon, il y en avait qui étaient, j'allais dire, un peu fantaisistes, qui ont fini par être écartés, puisqu'au départ, on disait il est mort au front, on lui a tiré une balle sur le front. Bon, c'est des hypothèses qui ont été écartées. L'hypothèse la plus maintenue aujourd'hui, c'est 2 balles sur le dos. Eh bien, le fait que ça soit le dos également pose un énorme problème. Puisque généralement, quand on va se battre, on reçoit les balles plutôt par devant que par derrière. Et ça crée maintenant cette supposition extraordinaire. Est-ce que c'est les rebelles qui devraient en fait être plutôt en face et pas derrière? Ou bien mais tout est possible, derrière, parce qu'il peut s'agir d'une embuscade. Ou bien s'ils étaient derrière, on considère que lui et ses troupes étaient en train de fuir ou bien de se retirer pour une raison ou bien pour une autre. Il y a une autre thèse qui dit qu'il est allé à Mao, c'était pas pour combattre même, mais il est allé en sachant que cette troupe rebelle, cette fois-ci, est plus dangereuse que les autres troupes rebelles. Il a voulu s'asseoir, discuter avec eux. Les choses ont mal tourné, on lui a tiré dessus. Il y a même l'hypothèse qui voudrait que c'est une intrigue. Le problème ne vient pas des rebelles, mais le problème vient de l'intérieur, en parlant de tout ce qu'il y a actuellement comme déchirement à l'intérieur de ce groupe auquel appartient le président de la République, qui est très présent, oui, au niveau de l'armée, en parlant de l'opposant dont la maman a été exécutée, parce qu'il ne faut pas l'appeler autrement, il n'y a pas longtemps, oui, qui appartient à ce groupe. Donc, il y a plein d'hypothèses qui sont là, mais comme il l'a dit, pour le moment, il n'y a pas une hypothèse qui a été étayée de façon à ce qu'on dise voilà la vérité sur cette affaire-là. On attendra peut-être que des archives plus tard, comme on le dit, soient déclassifiées et que là où on a écrit la vérité, qu'on puisse peut-être la connaître, et même cela, ce n'est pas évident. Ah oui, mais analysons ces hypothèses une à une. Hein. Je prends l'hypothèse de la mort au combat. Que va chercher un maréchal sur un front de guerre alors que les rebelles n'étaient pas quand même très proches de N'Djamena? Ils étaient autour de Karem, à environ 300 km de N'Djamena. Que va-t-il aller chercher là-bas, un maréchal sur le front de bataille? Déjà, il faut dire que le titre de maréchal ne se conquiert pas dans un palais. C'est au front qu'on l'obtient. C'est-à-dire vous êtes général et on vous décerne le titre de maréchal parce que vous avez fait valoir votre compétence au combat. Et dans le cas de Idriss Déby Itno, il n'a jamais réchigné à monter au front.
que ce soit pendant qu'il était dans la rébellion contre Hissène Habré et qu'il est parti du Soudan pour le chasser, que ce soit en 2008, que ce soit en 2006, que ce Même soit... en 2019, il a fait avec Boko Haram, je pense. Il est toujours monté au front. Et même récemment, si on parle justement de l'histoire de Boko Haram, il n'a pas hésité à aller dans les pays voisins, remonter le moral de ses troupes, accompagner les troupes des pays voisins pour combattre cette menace. Mais remonter le moral, mais pas les combattre quand même, non, Louis Kebayo. Mais est-ce que c'est utile? Parce que je ne suis pas stratège de guerre, mais ce que j'entends souvent, quand il y a guerre, ce n'est pas quand même la tête de pont qu'on envoie à les combattre, fusil en main. C'est pas quand même le maréchal ni le général. Ils sont des têtes, comment on dit, pensantes, qui réfléchissent, qui orientent, au lieu d'aller prendre les Kalachnikov et de vouloir tirer. Il y a eu un moment où il dirigeait les opérations de son palais. Et il y a les moments où il montait au front pour combattre avec ses soldats. Parce que l'une des caractéristiques, on peut être d'accord, on peut approuver ou désapprouver la politique que Idriss Déby Itno a menée à la tête du Tchad, mais on ne peut pas lui enlever le courage qui était le sien. Et on ne peut pas oublier que de son vivant, il avait dit qu'on ne viendrait pas le capturer. On n'entendra jamais qu'il a été capturé par des forces adverses. Il préfère mourir au front parce que son honneur de général ne lui permet pas de finir prisonnier entre les mains de ses ennemis. Et il avait également à cœur, en tant que président de la République, mais plus en tant que soldat, il avait à cœur de défendre l'intégrité et la paix de son pays. C'est pour ça qu'il ne demandait pas simplement à ses soldats de monter au front, il montait au front avec eux. Et donc, il y a un moment où ça se joue à pile ou face. Et là, malheureusement, ça a été la mauvaise foi. Il a été descendu au front, mais les autres fois, il avait accompagné ses troupes. Il était en tenue de soldat. Rappelez-vous quand il allait au Niger, parce que cette image-là, on l'a. Il est allé au Niger, il a été accueilli en treillis militaire. Il est descendu en treillis militaire pour rencontrer son homologue nigérien avant d'aller au front. Et donc ça, il ne faisait pas du théâtre, il n'était pas dans une mise en scène. Il était dans son rôle de soldat. Et je crois que c'est ce qui force le respect aujourd'hui de ses partenaires, tant les pays voisins du Tchad que la France, dont il était l'un des plus grands aujourd'hui partenaires sur le plan militaire dans la lutte contre le djihadisme au Sahel, mais également dans le bassin du lac Tchad, avec Boko Haram qui doit être combattu, qui continue d'être combattu, et pour lequel beaucoup de soldats tchadiens malheureusement sont tombés. Mamadou Diouf, un maréchal sur le front de guerre, est-ce que c'est pas du one-man show? Est-ce qu'il y allait avec toutes les précautions possibles? Parce que moi, je l'imagine, un maréchal, un général, s'il doit être sur le front, ça doit être quand même fait avec un minimum de précautions. Il y a des blindés, il y a des voitures, il y a des dispositions particulières, des gilets pare-balles à mettre. Je suis confus là-dessus, Mamadou Diouf. Non, ça aurait été une autre personne. On aurait pu comprendre tout ce protocole que l'on met en place avant d'aller au front. Ici, celui qui est allé au front, ce n'est pas seulement le président de la République. Parce que si c'était lui, effectivement, il y aura même des avions pour surveiller l'espace, pour le mettre en sécurité et tout. Mais c'est un combattant qui est allé au front. Ce qu'il disait tout à l'heure est important. Le président Déby n'a jamais hésité à aller au front. Et parfois, il n'a même pas été capable de convaincre les gens autour de lui. Cette fois-ci, si les indiscrétions sont vraies, même son propre fils n'était pas d'accord pour qu'il aille au front. Certains des généraux n'étaient pas d'accord pour qu'il aille au front. Il semble qu'il est parti la nuit avec 4 des généraux. Donc tout ce protocole a été mis de côté parce que, en voulant partir, ce débat que nous sommes en train de mener, bien sûr, les militaires, les conseillers qui sont autour de lui ont mené effectivement le même débat et ont trouvé que ce n'était pas le moment. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il est en train de prendre de l'âge. Donc, il y a une force qu'il avait qui lui permettait de faire un certain nombre de choses. Il n'a plus cette même force-là aujourd'hui. Mais c'est comme si Idriss Déby est resté quelque part un rebelle. Ça me rappelle l'ouvrage écrit par un journaliste sénégalais, Abdoulatif Coulibaly, qui avait dit « Wade, un opposant au pouvoir », parce que même au pouvoir, vous avez l'impression que parfois le président s'opposait, alors que c'est à lui qu'on devait s'opposer. Donc, avec le président Déby, c'est un peu la même situation. C'est comme s'il se sent à l'aise, il se sent lui-même dans cette peau de rebelle, dans cette peau de combattant. Il ne faut pas oublier aussi que son leadership dans la sous-région est dû en partie à cette sorte de diplomatie militaire, où aujourd'hui, tout le monde lui reconnaît un rôle de façon incontestable, même s'il y a des choses à lui reprocher sur ce plan-là, mais il a fait ce que parfois des pays où se trouvent les terroristes n'ont pas fait eux-mêmes.
il vient de parler de Boko Haram, mais imaginez, quand les gens discutaient, lui, il a dit non, on traverse les frontières, on va les trouver là où ils sont. Et il est allé trouver ses troupes sur place pour leur dire, allons-y. Mais pour des militaires également, il ne faut pas oublier que c'est important. Oui, mais quand le chef vient, il ne dit pas aux gens, allez-y seulement, mais il dit, allons-y. Ce n'est pas la même chose que quand le chef dit, allez-y. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche parfois à nos politiques en disant ils appellent les gens à la marche alors que madame et les enfants sont à la maison. Lui, il appelle les enfants des autres. On ne pourrait pas faire ce reproche-là à début, d'autant qu'il part au front. Son fils actuellement, qui est au devant également, part au front. Et une partie de la légitimité de ce fils-là par rapport aux militaires, il l'a gagné sur le front. Donc, oui, mais c'est là qu'il y a un truc gênant parce que finalement, tout son courage, toute sa légitimité repose sur aller au front. Quand on est maréchal président d'un pays pendant 30 ans, est-ce qu'on n'a pas d'autres qualités que celle de porteur d'armes, de va-t-en-guerre? Le contexte fait que c'est sur ça qu'on a mis l'accent. Le contexte, c'est lequel? C'est le contexte d'abord de la déliquescence de la Libye. La légitimité de Idriss Déby vient du fait, non pas que une fois devenu président, il a combattu les Libyens, c'est qu'avant même de devenir président, auprès de Hissène Habré, il avait contribué à repousser les Libyens sous Kadhafi pour qu'ils quittent le Tchad qu'ils occupaient, parce qu'ils soutenaient l'ancien président qui avait renversé Hissène Habré, Goukouni Wedei. Donc sa légitimité déjà, il l'a à ce moment précis-là. Et quand il devient rebelle et qu'il devient président de la République, il arrive que la Libye, le colonel Kadhafi est renversé, la Libye devient un marché, un supermarché de l'armement où non seulement il y a des armes qui ont été déposées par les partenaires occidentaux de la France qui a renversé qui a renversé le colonel Kadhafi, mais qu'il y a également les supplétifs qui aujourd'hui sont descendus sur le Mali et qui pourraient aussi descendre au Tchad. Je ne dis pas que le fait, c'est-à-dire les rebelles qui sont en train de combattre aujourd'hui pour renverser Idriss Déby et son fils, sont des islamistes ou des djihadistes. C'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est que la Libye est aujourd'hui une vraie menace sur le plan sécuritaire parce que toutes les armes qui ont été déversées pour combattre le colonel Kadhafi restent intactes et les combattants qui ont transformé cette zone-là en zone de combat et en zone de repli sont prêts à fondre sur n'importe quel pays. Surtout que les conflits sont en train de se taire là-bas en Libye. Ils sont en train de relativement se taire, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui n'est peut-être pas un gouvernement d'union nationale, mais qui est moins contesté qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, quand c'était encore Haftar contre le gouvernement de Tripoli et des autres régions. Donc, il y a ce contexte géopolitique et surtout militaire qui fait que l'accent a été mis sur le fait qu'on aidait un partenaire qui est capable de contenir la menace libyenne à la fois sur son sol et dans les pays d'à côté. Et puis, il y a cette menace également de Boko Haram, sans oublier la République centrafricaine qui est également un pays en déliquescence. Donc, si on prend tous ces pays-là aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas des États faillis, mais qui ne sont pas aussi solides que le Tchad représentait un bouchon qui empêchait les mouvements djihadistes et extrémistes de descendre plus bas que les régions où ils se trouvaient. Mais on accusait le Tchad de jouer d'autres rôles également, d'être un perturbateur, notamment en Centrafrique, par exemple. Il a été longtemps reproché à Idriss Déby d'être le parrain des mouvements rebelles. C'est les cas, par exemple. Oui. D'abord, il a aidé le président François Bozizé à devenir président. Puis il a aidé un autre à renverser, il a aidé la Séléka à renverser François Bozizé. Puis il a eu un rôle beaucoup plus trouble et il a préféré sortir de la République centrafricaine sous la pression notamment de la France. Il a quitté la République centrafricaine, il n'y est plus, il n'y jouait plus aucun rôle aujourd'hui. Et donc finalement, il s'était concentré dans la lutte contre, d'une part, Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et les djihadistes qui pullulent aujourd'hui dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest. Alors, Mamadou Diouf, on l'a dit, Idriss Déby, on l'a présenté comme un courageux, mais certains pensent aussi qu'il est tribaliste, donnant beaucoup plus d'opportunités dans la gestion du pouvoir aux citoyens de son ethnie, les Agawa. On le présente comme un dictateur, mais d'autres parlent aussi de panafricaniste. Finalement, quelle casquette lui reconnaissez-vous? Idriss Déby, est-ce qu'on peut parler de lui en tant que panafricaniste? Je crois qu'il faut lui reconnaître toutes ses casquettes.
il faut qu'on évite de... On ne peut pas être tous à la fois. Mais il faut le lui reconnaître parce qu'il faut éviter de le juger sur un seul aspect en abandonnant tous les autres aspects. À mon avis, ce ne serait pas très juste de le regarder aujourd'hui parce qu'il n'est plus de ce monde, on va dire c'est un panafricain, et de laisser de côté tout le reste. C'est comme quand on fait un bilan, il y a des actifs, mais il y a aussi un passif. Je crois qu'il faut accepter de faire le bilan d'une personne en montrant les actifs, en montrant les passifs. C'est vrai qu'il n'est pas intéressant de parler de quelqu'un qui n'est plus de ce monde en disant ce qu'il a fait et qui n'est pas bon, mais quand on fait un bilan, c'est en ce moment que ça peut devenir objectif, c'est en ce moment que ça peut devenir un bilan. Panafricain, on peut dire qu'il l'est en partie. C'est vrai qu'on ne lui connaît pas un ouvrage, un discours particulier sur l'Afrique en tant que tel, pour qu'on dise que oui, c'est lui qui est à l'origine d'eux. Mais quand on regarde, par exemple, la façon dont il participe à la lutte contre le terrorisme autour du lac Tchad, au niveau également de la zone du Sahel. Il avait dépêché des troupes au Nigeria notamment, avec un gros contingent au Mali. Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger. Oui, mais ça montre un intérêt qui va au-delà de la sécurité de son propre pays. Puisqu'il aurait pu se dire, mais attendez, Maïdoubouri, ils sont juste à la frontière du Tchad. Donc, ils peuvent traverser, venir chez moi, autant garder mes hommes chez moi pour au cas où, au lieu de les amener ailleurs, alors qu'il l'a fait, et comme on l'a dit tout à l'heure, il est même allé retrouver ses hommes sur le terrain de combat, et ce terrain de combat n'était pas le Tchad directement, et quand il le faisait, le Tchad n'était pas sous une menace extraordinaire quand même, s'il faut parler du cas du Mali, ou bien s'il faut parler du cas du Nigeria. Mais on a vu également qu'il a fait tout pour que celui qui représente aujourd'hui l'Union africaine en dehors des présidents, c'est un Tchadien. Mohamed Faki. Effectivement, c'est un Tchadien. Bon, on le voit jouer son rôle, pas trop critiqué quand même par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas qu'on oublie que s'il se trouve à ce poste, c'est que quelque part, M. Déby a bien voulu qu'il soit candidat et il a dû jouer également auprès de ses partenaires africains pour qu'il puisse le devenir. Donc, peut-être on ne pourra pas le comparer à certains panafricanistes connus pour avoir élaboré tout un ensemble de discours sur cette question du panafricanisme, mais quand vous avez quelqu'un qui est là, qui veut défendre son pays, qui est capable d'aller défendre également un autre pays, je crois qu'il y a ce lien qui est là qu'il faut lui reconnaître. Maintenant, la question des tribus et autres, c'est lié à l'histoire du Tchad. Regardez qui est devenu président, qui l'a remplacé, qui l'a combattu, même tous ces colonnes rebelles, la façon dont ils ont investi le Tibesti, le Kanem Bornou, de façon très facile, sans qu'on sente les populations contester, c'est parce qu'ils sont de cette zone-là également. Ces populations vont regarder ça un peu comme une revanche contre un autre groupe. Malheureusement, nous avons construit nos États sans avoir construit des nations au préalable. On a un problème de fond qui est là, qui n'a pas été réglé et qui malheureusement nous rattrape à chaque fois. C'est la même chose qui s'est passé en Libye. Dès qu'on a fait partir le colonel Kadhafi, on s'est rappelé qu'il y a Tripolitaine, on s'est rappelé qu'il y a également une autre partie de la Libye qui ne faisait pas partie complètement de Tripoli. Et on a vu le résultat que ça a donné. Il faut souhaiter que le Tchad n'aille surtout pas dans cette direction. Ce déchirement politique... Je voudrais abonder dans le même sens pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de panafricanisme, et là, c'est en francophone que je le dis, quand on parle de panafricanisme, malheureusement, c'est sous l'angle très étriqué du franc CFA, de la lutte contre le franc CFA. Et ce n'est pas... Je pense que c'est utile, mais le panafricanisme ne se limite pas à ça. C'est vrai qu'Idriss Déby, par moment, avait des coups de menton concernant le franc CFA, dont il estimait que c'était une monnaie néocoloniale, et à juste titre, et qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il fallait en sortir. Cela dit, il n'a jamais franchi le pas de retirer son pays du franc CFA. Mais l'autre chose dont je suis d'accord avec mon confrère autour de la table, c'est que le panafricanisme, c'est surtout les actions. Au-delà des discours, il faut des actions. Et la menace aujourd'hui qui était en face de nous et qui faisait que seule la France intervenait au Mali pour aider le Mali, cette menace-là, Idriss Déby l'a prise à cœur. Il a demandé un mandat officiel pour intervenir et quand il l'a eu, il a déployé ses troupes. Il aurait pu concentrer ses troupes dans son pays. Il avait déjà fait face à des rébellions en 2006, en 2008, encore une fois. Il aurait pu dire, et en 2019, il y en a eu une autre, mais
il aurait pu dire en 2012, je n'envoie pas mes troupes, j'ai ma sécurité, j'ai mon mandat à protéger, je me concentrerai sur mon territoire national. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Et son panafricanisme, de mon point de vue, c'est celui-là. C'est celui d'avoir la générosité, de projeter ses troupes dans des pays frères pour les aider à sortir d'une menace qu'ils ne sont pas capables d'affronter à eux seuls. Aujourd'hui, quel que soit le pays que vous prenez, quelle que soit la région du monde dans laquelle vous vous trouvez, seul vous êtes plus fragile que quand vous êtes en groupe. Et donc le Tchad a contribué à renforcer ses voisins d'abord, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, la République centrafricaine, c'était une opération de déstabilisation, très clairement, mais le Tchad a énormément renforcé ses partenaires et il a renforcé également au-delà des frontières de l'Afrique centrale, ses partenaires en Afrique de l'Ouest, puisque même tout récemment, il y a quelques semaines, Idriss Déby avait décidé de déployer 1200 soldats supplémentaires dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Donc on ne peut pas dire qu'il lui manquait cette générosité et ce panafricanisme de l'action qui consistait à aller aider les pays voisins et les Mais pays ce qui frères. peut desservir son panafricanisme, est-ce que ce n'est pas ce lambeau de pays qui laisse derrière lui un pays extrêmement divisé entre les différentes ethnies? Je pense qu'il ne faut pas analyser la politique africaine uniquement sous le prisme de la tribu. Parce que des satisfaits et des insatisfaits, vous en avez dans toutes les tribus. D'ailleurs, vous le rappeliez, quand vous prenez la rébellion, il y a des cousins de Idriss Déby, donc des Agawa, qui ont été mis en prison, qui ont été assassinés et qui ne sont pas contents. Et récemment encore, son ministre de la Défense a quitté les rangs pour rejoindre la rébellion. Donc, on n'est pas dans des blocs monolithiques où, parce qu'on est Zagawa, on soutient automatiquement Idriss Déby. Et parce qu'on n'est pas Zagawa, on est contre Idriss Déby. Donc, je crois qu'il faut aller au-delà de cela et se dire que le combat aujourd'hui n'est pas seulement celui d'avoir le pouvoir politique, mais d'utiliser ce pouvoir politique pour transformer la vie des gens en mieux, pas en pire, en mieux. Arriver à leur donner, à les faire sortir de la pauvreté, arriver à instaurer des conditions de vie qui fassent que les gens ne soient pas obligés de prendre les armes contre l'État central, mais qu'ils sentent qu'ils sont pris en charge et qu'ils peuvent eux-mêmes contribuer à une meilleure vie publique, économique et sociale dans leur pays. Mais sur ce plan-là également, Idriss Déby n'a pas eu de très très bons résultats parce que le Tchad reste un des pays les plus pauvres au monde où pratiquement la moitié, près de 45% de la population, ce sont des chiffres qui datent de 2018, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce problème aurait pu être résolu avec la manne pétrolière. Quand le Tchad a découvert le pétrole, il était dans une position avec la Banque mondiale, puisque c'est avec la Banque mondiale que tout le travail de prospection et d'exploitation par rapport au pipeline ont été menés. Le Tchad était bien parti pour constituer un fonds pour les générations futures. Malheureusement, il y a eu cette rébellion de 2006, puis celle de 2008 qui arrivait très rapidement, et ce fonds a été cassé par Idriss Déby, qui a utilisé l'argent non plus pour les générations futures, mais pour armer le pays face aux menaces rebelles qui se multipliaient, qui commençaient à mettre véritablement en péril son pouvoir. Donc, ce rendez-vous-là a été raté avec le développement. Et comme tout cela a continué et que l'option militaire, l'option sécuritaire a pris le pas sur la question du développement et de l'économie, malheureusement, c'est ce qui a focalisé son attention pendant tout le reste du temps entre les années 98 et aujourd'hui. Et comme il se projette également et qu'il est un grand partenaire, d'abord pour ses voisins, mais ensuite pour l'Europe aussi, parce que la chute de Kadhafi a fait que la frontière de la Méditerranée, ce n'était plus la Libye, mais le Tchad et le Soudan dans une certaine mesure. Donc c'était un partenaire utile pour l'Europe pour contenir également les migrants qui pourraient traverser et ceux des migrants qui pourraient être des terroristes ou des djihadistes et qui pourraient fondre sur l'Europe pour la déstabiliser sur le plan sécuritaire. Donc c'est tout ce contexte-là qui fait que même si sur le plan démocratique et surtout sur le plan économique, Idriss Déby n'a pas obtenu de résultats, on préfère voir les bons résultats militaires plutôt que les résultats relativement décevants sur le plan démocratique et sur le plan économique. Mais sur le plan économique, même si on met de côté les ressources du pétrole, les maigres ressources de l'État, est-ce qu'elles ont été toujours bien utilisées à bon escient? Il n'y a pas une forme de gabegie, de clientélisme, de gouvernance, on va dire, clanique, parce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux ces derniers temps un document intitulé « L'araignée, la toile ». Idriss Déby, ou à tous les grands postes au niveau de l'armée, de l'administration, ce sont des proches de Déby, la famille de Déby ou de sa femme, etc.
Oui, ce ne serait pas une première quand on voit cela au niveau du Tchad. Et le contexte tchadien est un contexte vraiment particulier où, effectivement, quand on arrive au pouvoir, on a plutôt tendance à se faire entourer par ses proches. Pour des questions de sécurité également, puisque vous avez un pays où c'est des anciens rebelles qui deviennent présidents depuis un certain temps. Donc le président qui est là se pose la question, est-ce qu'également lui aussi, il ne risque pas de faire face demain à un ancien rebelle? Et comme on le sait... Plutôt des réflexes de protection. Mais bien sûr, c'est un réflexe d'abord de protection. Ensuite, je disais tout à l'heure qu'on n'a pas construit nos nations. Quel travail a été fait auprès de ces personnes pour que quand on va me dire ben, on est dans la même région, viens, on va manger ensemble, que je réponde en disant attention, tu n'es pas président de la région, tu es président de tout le pays. Non seulement nous n'avons pas souvent ces réflexes, mais c'est le contraire. Quand c'est mon parent qui devient président, je considère que c'est notre région qui devient président. Tout le monde n'est pas Mandela. Quand les gens de son village étaient très contents de se dire mais nous maintenant tous nos problèmes sont réglés, c'est notre fils qui est le président de la République, il leur a dit mais je ne vais pas commencer par vous, je vais terminer par vous. Parce que je ne suis pas là pour vous, je suis là pour tout le monde. Je crois qu'il y a cette préparation qui manque tellement que nous continuons, quand quelqu'un est nommé ministre, à le fêter dans son village, à le fêter dans son département. Ce n'est pas propre au Tchad, c'est une réalité par rapport à ce que nous vivons. Et après, on te dit, mais attention, pour ne pas être trahi, il faut prendre quelqu'un qui est un proche, vous êtes dans le même bateau, il ne va pas mettre un trou parce que sinon, c'est tout le monde qui va se retrouver au fond de l'eau. C'est vrai, il y a cette gabégie qui est là, qui est dénoncée, il y a sa femme qu'on dit même qui se mêle à plein de choses, jusque même à la nomination d'un certain nombre de ministres et autres. Mais comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas spécifique pour le Tchad. Dans combien de pays africains on n'a pas dit la même chose? Finalement, ce sont les empreintes sociétales, on va dire, qui créent ces formes de déséquilibre. Mais effectivement, parce que quand le pétrole est sorti au Tchad, mais c'était un espoir énorme. Et il avait eu ce bon réflexe à l'époque que tout le monde avait apprécié, effectivement, de dire clairement, on va penser également aux générations futures. Mais on le vit aujourd'hui. Regardez le Niger, regardez le Mali, regardez le Burkina, à cause de la présence de ces groupes terroristes, mais le budget de l'État est aspiré par les besoins d'un point de vue militaire. Et le Tchad n'y a pas échappé parce que avec les rébellions, il s'est dit, mais attendez, moi j'étais en train de vouloir préparer pour les générations futures, alors qu'on dirait que moi-même je ne suis pas encore suffisamment en sécurité, alors que le matériel militaire, malheureusement, il coûte excessivement cher. Nos pays n'en ont pas véritablement les moyens. Donc si un pays décide de s'armer véritablement, c'est clair que sur le plan économique, sur le plan social, il y a beaucoup de secteurs qui vont en pâtir. Au Tchad, ça a été le cas. Le Tchad produit du pétrole, mais on a eu tellement de problèmes qu'à un certain moment, il a été obligé de revoir les salaires, de supprimer les avantages. Les syndicats ont réagi avec une grève générale extrêmement longue qui a mis le Tchad dans des conditions extrêmement difficiles, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la situation du Tchad, malgré le pétrole, on peut l'expliquer. Je ne dis pas qu'on est d'accord, mais on peut l'expliquer, on peut comprendre par où on est passé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on oublie pratiquement que le Tchad est producteur de pétrole parce qu'on ne le sent pas au niveau des populations tchadiennes, on ne le sent pas également en termes d'infrastructures et autres au niveau Ce qu'on sent encore beaucoup moins, c'est l'uranium. Il paraît que le Tchad produit aussi de l'uranium. On n'en parle pas beaucoup. En moins grande quantité que le pétrole. Et l'autre aspect concernant le pétrole, c'est qu'au-delà du fait que la tirelire a été cassée, celle des générations futures, pour armer le pays sur le plan sécuritaire, il y a le prix du pétrole qui n'a pas cessé de dégringoler. Aujourd'hui, le prix du baril de pétrole, c'est presque un prix symbolique qui est payé aux producteurs. Donc, dans des prévisions de pays comme le Tchad, s'il vous manque 10 euros sur 20 ou sur 100, c'est pas comme si vous étiez en France ou aux États-Unis où vous pouvez le compenser en allant emprunter directement sur le marché obligataire. C'est vraiment un mécanisme très compliqué et c'est tout cela qui a fait qu'aujourd'hui on ne ressente pas la capacité que le Tchad pouvait avoir d'inverser la situation sur le plan social et démocratique. À côté de ça, disons quand même que la famille et le clan ont été très largement privilégiés.
Idriss Déby était très fidèle en amitié, c'est-à-dire que quand ses promotionnaires dans la formation militaire étaient auprès de lui, ce n'était pas le hasard. Il les prenait parce qu'il les connaissait et il les maintenait parce qu'il lui faisait confiance. Et de l'autre côté, vous prenez l'administration et vous regardez les postes qui sont occupés, il y a quand même beaucoup de Déby Itno qui s'y retrouvent. C'est pas rien, mais ça fait quand même tâche. Alors, pour refermer le chapitre du panafricanisme, quelque chose qui peut le desservir encore en tant que panafricain, ce sont ces relations, on va dire, finalement incestueuses avec la France. C'était un agent de la France installé au pouvoir dans les années 90. Il avait beaucoup bénéficié de l'aide de la France. Il a fait ses formations en France. La rébellion qu'il a portée à la tête du pouvoir tchadien était soutenue par la France. Et tout au long de son règne de 30 ans, il doit dire beaucoup merci à la France. Je pense qu'on exagère un peu sur ce que la France a fait pour Idriss Déby, parce que si on devait mettre sur la balance ce que Idriss Déby a fait pour la France et ce que la France a fait pour Idriss Déby, je suis pas certain qu'il soit plus bénéficiaire que ne l'est la France. Parce que rappelez-vous quand même le contexte de guerre froide dans lequel il arrive. C'est que Hissène Habré, on est à peine quelques mois après la chute du mur de Berlin, on est dans un contexte où Idriss Déby vient aider les Français, parce qu'à l'époque, il y a une normalisation qui est en cours entre la Libye et la France. Et donc, Hissène Habré, qui est au pouvoir à N'Djamena, n'est pas sur la même longueur d'onde que les Français. Il est plus proche des idées des Américains dans les rapports avec Kadhafi qu'avec celles de la France. Et donc, cela fait que la France a probablement un peu scier la branche sur laquelle Hissène Habré était assis, mais il faut dire que Idriss Déby était déjà un soldat aguerri. C'était le chef d'état-major. Il a joué un rôle très important auprès de Idriss Déby, auprès de Hissène Habré, avant de le quitter sur un désaccord concernant un combat qui avait fait plus de 150 morts dans l'est du pays, où il s'est enfui ensuite au Soudan pour constituer autour de lui un groupe de rebelles. Et ce groupe-là n'a pas été soutenu par la France. Ils sont arrivés au pouvoir parce que finalement, Hissène Habré s'est enfui. Il n'y a pas eu de combat à proprement parler. Quand la colonne a commencé à s'ébranler du Soudan vers N'Djamena, Hissène Habré s'est enfui par le Cameroun, puis il a rejoint le Sénégal. Donc, de ce point de vue, je pense il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pas la France qui a chassé Hissène Habré, c'est Idriss Déby qui a pris sur lui avec la nébuleuse de rebelles qu'il y avait déjà au Soudan, qui a pris sur lui de le chasser. Ça, c'est la première vérité qu'il faut rétablir. La deuxième, c'est que en 2008, c'est vrai que si la France n'était pas intervenue, alors que les rebelles étaient déjà entrés à N'Djamena, il est à peu près certain que le rapport de force n'aurait pas été le même. Il est même presque certain qu'ils auraient renversé Idriss Déby Itno. Mais ça, c'est la seule fois où la France est véritablement intervenue à visage découvert et a frappé. Oui, mais toutes les autres fois, même la rébellion de cette année, la France a survolé plusieurs fois les positions des rebelles et donné des renseignements très utiles à l'armée tchadienne. Oui, mais ça c'est normal. Le siège de Barkhane, je veux dire, le G5 Sahel a une base opérationnelle. Depuis 1982. Oui, a une base opérationnelle au Tchad qui la fait France a une base militaire au Tchad. Bien avant. Oui, depuis 82. Oui, donc ça fait que la France ne pouvait pas laisser les rebelles prendre cette zone-là de N'Djamena comme si de rien n'était et laisser son armement également entre ses mains. Il y a un certain nombre de négociations dont on ne nous parlera jamais en public, mais qui font que militairement, on soutient souvent les mauvais soldats, même quand ils vont à l'encontre des intérêts du peuple, dès lors qu'ils desservent ceux des personnes qui les soutiennent. La politique de la bonne crapule, comme disaient les Américains, est telle que quand vous avez un mauvais dictateur, mais qu'il dessert les intérêts des Américains, en Amérique du Sud, par exemple, on le soutient. Toute l'opération Condor en Amérique latine a été basée là-dessus. Donc, au Tchad, Déby et la France n'ont pas dérogé à cette règle-là. Mais à côté de ça, je voudrais rappeler simplement que la frontière sud aujourd'hui de la Méditerranée, c'est le Tchad.
Et donc, à ce titre-là, regardez comment les Européens ont réagi à la disparition du Tchad. Les condamnations sont très molles du Conseil militaire de transition, qu'il s'agisse de Joseph Borrell, qui est le patron de la diplomatie de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la France, qui a réagi à la fois par son président, son ministre des Affaires des Armées et son ministre des Affaires étrangères. Ça va dans le même sens. On salue l'action militaire d'Idriss Déby parce que c'est par ça qu'on travaillait avec lui et c'est à ça qu'on lui reconnaissait un mérite. Donc, je pense que même s'il a obtenu des services très importants de la part de la France de façon décisive en 2008 et 2009, les fiers services qu'il a rendus à la France au Mali, ensuite dans la Méditerranée, sont tels que ça s'équilibre à minima. Mamadou Diouf, quel rôle jouait Idriss Déby Itno pour la France? Mais il jouait un rôle énorme. Je vois que ce qu'il vient de dire est important. Il est venu prendre le pouvoir à un moment où ce n'est pas au niveau du Tchad seulement qu'on se posait des questions, mais c'est dans le monde qu'on se posait des questions. On sortait d'un affrontement connu Est-Ouest, on allait vers quoi? De l'unilatéralisme, du multilatéralisme. Tout le monde se posait des questions, rien n'était posé de façon très claire. Et quand vous regardez la position géographique du Tchad, ça fait que ce pays est un enjeu énorme pour la France. Énorme parce que à côté, vous avez la Centrafrique. On peut dire que ça fait partie du précaré français, mais de moins en moins. Non, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait de solide là-bas? Parce qu'en fait, quand ces gens s'investissent, eux, ils s'investissent sur le long terme. Ce n'est pas des gens qui sont là intéressés par le ponctuel de 1 an, de 6 mois. Ils veulent s'investir sur le long terme. Et pour s'investir sur le long terme, qu'est-ce qu'il y avait autour de stable véritablement? Il n'y avait pas grand-chose. Et ça fait que la France, ayant d'abord des bases militaires au Tchad, et ces bases ont précédé le quartier général de Barkhane, et ces bases même ont fait que Barkhane est venu mettre son quartier général au niveau du Tchad, puisqu'il y a tout le nécessaire qu'il faut autour quand il faut intervenir immédiatement sur une zone déterminée. La France, comme d'autres puissances également, aime se prépositionner. Pendant longtemps, en Afrique, c'était les évacuations des Français dans tel pays où il y avait tel désordre. Mais s'il faut quitter Paris pour aller évacuer des gens au Sénégal, je crains qu'avant que l'avion n'atterrisse, il n'y aura plus personne à évacuer. Donc, il faut pouvoir rapidement partir d'assez proche pour évacuer, mais parfois aussi partir d'assez proche pour aller frapper. Bon, on dit tout le temps, les avions français ont frappé tel pays. Lequel de ces avions a quitté Paris pour venir frapper en Afrique? Il n'y en a pratiquement pas. Mamadou Diouf, on va continuer avec les relations Idriss Déby-France dans la seconde partie. On va évoquer aussi la succession d'Idriss Déby Itno par son fils, son conseil militaire. Et surtout, la réaction de l'Union africaine aussi sera abordée. Finalement, le Tchad après Déby, quels seront les défis à relever? Dans la seconde partie, nous en parlerons. Vous pouvez même participer en direct en posant vos questions à nos spécialistes qui sont sur le plateau. On fait une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum.